Les centrales nucléaires en France sont un danger immédiat pour la population. C'est la conviction de deux journalistes français qui ont enquêté sur la filière nucléaire française. Dans notre grand angle aujourd'hui, Thierry Gadot, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'un de ces deux journalistes indépendants. Vous publiez avec Hugues Demeude un livre percutant et inquiétant, Nucléaire, danger immédiat, et ça se passera près de chez vous, c'est le sous-titre, aux éditions Flammarion, dans la collection Enquête. Alors, vous avez écrit plusieurs livres avant celui-ci, d'ailleurs, sur l'industrie de la défense en France et sur le secteur de l'énergie, notamment sur EDF en 2014, sur Areva en 2012. Alors, pour le nucléaire, il faut rappeler que la France est le pays dans le monde qui produit le plus d'électricité d'origine nucléaire, entre 70 et 75% de son électricité. Il y a en France 19 centrales nucléaires pour un total de 58 réacteurs, c'est important. Certaines de ces centrales sont très âgées, plus de 40 ans, qui était d'ailleurs, je crois, leur âge limite qui était fixé au moment de leur mise en service. On va en reparler dans un instant. Mais d'abord, Thierry Gadot, un petit point d'histoire. Pourquoi et comment le nucléaire est devenu si important, si incontournable en France ? En fait, il faut revenir au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La recherche sur le nucléaire a été, au cours du XXe siècle, une recherche largement française avant la Seconde Guerre. Après la Seconde Guerre mondiale, le général de Gaulle crée le commissariat à l'énergie atomique et donne ce rôle aux ingénieurs du corps des mines de doter la France de l'arme nucléaire. Et donc, l'aventure nucléaire en France, c'est une aventure gaulliste, gaulienne. On peut dire que c'est une aventure gaulienne, militaire aussi au départ. Évidemment militaire, rattraper le retard par rapport aux États-Unis et par rapport à la Russie. Et c'est l'indépendance nationale. C'est l'indépendance nationale. Et puis en plus, grâce à Eisenhower, qui a une idée géniale dans les années 50 quand il devient président des États-Unis, on parle de l'atome pour la paix et donc des applications civiles du nucléaire. Et là, effectivement, toutes les technologies du nucléaire civil sont d'abord militaires. La France a une carte à jouer et donc tout est mis en marche, en œuvre, pour que le nucléaire devienne une grande source de production d'électricité. Alors il y a deux technologies différentes, on ne va pas rentrer dans les détails, mais au final on peut dire que c'est EDF qui gagne. Et exactement. EDF avec ce qu'on appelle l'eau pressurisée. Les réacteurs à eau pressurisée, voilà. Oui, un brevet américain. Et donc on peut dire qu'aujourd'hui EDF, c'est devenu un colosse, mais un colosse au pied d'argile, puisque c'est un colosse très très endetté, plus de 60 milliards d'euros de dettes. Voilà, c'est l'un des points de départ de cette enquête, c'est de comprendre pourquoi EDF a cette dette gigantesque. Alors elle était de 61 milliards l'année dernière et puis à la fin de l'année, ils ont réussi à la réduire un peu. Elle n'est plus que de 57 milliards, mais de toute façon, on sait qu'ils ne pourront pas la rembourser. Et surtout, ça les empêche de réinvestir dans l'appareil de production électrique, donc soit de reconstruire de nouvelles centrales ou d'autres des énergies renouvelables en France. Et donc on a un vrai problème, c'est que l'appareil de production arrive à sa fin, à sa mort programmée des 40 ans. Et donc, aller au-delà, poursuivre avec cet appareil, devient extrêmement dangereux. À vous entendre, on pourrait dire qu'on n'investit pas dans le solaire et dans l'éolien en France, d'une certaine manière, pour protéger les intérêts d'EDF ou parce qu'on n'en a plus les moyens ? Non, on n'investit pas parce que beaucoup de gens pourraient investir dans l'éolien et le solaire, à commencer par n'importe quel citoyen, mais tout a été fait pour retarder le plus possible ce mouvement parce qu'il fallait à tout prix protéger EDF et ses revenus tirés de la production d'électricité nucléaire. Alors, je le disais, donc 58 réacteurs répartis sur tout le territoire national. Mais vous dites, 2/3 des citoyens français ont une centrale à moins de 75 km de chez eux. Exactement. C'est là que le problème commence. Et c'est là que le problème commence. Alors pourquoi c'est 75 km ? En fait, c'est simple, c'est les retombées, le périmètre principal des retombées radioactives de Fukushima, c'est 75 à 80 km. Et donc, quand on prend effectivement ce périmètre et qu'on le dessine autour des centrales nucléaires françaises, ça touche au final 66% de la population française. Et aussi certains de nos voisins. Ouais. Alors, il y en a qui sont plus dangereuses que d'autres dans les centrales. Elles ne sont pas toutes aussi dangereuses les unes que les autres. Non, c'est ça, mais on a du mal à savoir. C'est une échelle. Et donc, effectivement, il y a un certain nombre de centrales qui sont extrêmement dangereuses, soit en raison de faiblesses structurelles dans les enceintes de confinement, soit sur des fragilisations de la cuve dans laquelle se fait la réaction nucléaire. Voilà, on va passer rapidement en revue quelques-uns de ces dangers. Vous venez de citer le mot cuve, et le mot cuve, c'est vraiment très très important dans une centrale nucléaire. La cuve, c'est ce qui entoure le réacteur, en fait. Alors, c'est de l'acier, c'est en acier. C'est ça, la cuve, c'est le réacteur. C'est dans cette chaudière, cette immense chaudière que se fait la réaction nucléaire. Et l'acier de la cuve se modifie
avec le rayonnement ionisant, avec le bombardement atomique. Et les cuves françaises, elles ont quelques problèmes. Elles ont moins de problèmes que les cuves belges, mais elles ont des problèmes qui sont aussi embêtants. C'est-à-dire que nous, on a des fissures qui sont dites pénétrantes. Ça s'appelle des défauts sous revêtement qui ont été provoqués à la fabrication et qui, si ces fissures évoluent, peuvent mettre en danger la résistance de l'acier et donc provoquer un accident grave et donc et rompre la cuve. Et on sait aujourd'hui que pour un certain nombre de cuves, notamment au Tricastin, au Bugey, à Saint-Laurent-des-Eaux, on atteint ces marges de sûreté et aller au-delà de 40 ans, ça serait vraiment prendre des risques incroyables. Alors, il y a des malfaçons dans certaines cuves des centrales françaises. Vous avez, on peut aussi parler d'ailleurs de la nouvelle génération à Flamanville. Ils ont des problèmes aussi, je crois, avec leurs cuves. Oui, qui commence très mal. Oui, il y a un problème de malfaçon à la fabrication de la cuve qui fait qu'il y a un excès de carbone qui fragilise la cuve. Et on sait que cette cuve est fragile parce que l'autorité de sûreté du nucléaire ne dit plus qu'il y a une exclusion du risque de rupture, mais simplement qu'on va mettre en place les mesures pour prévenir cette rupture, ce qui est incroyable. Ouais. Alors vous avez évoqué vous-même la centrale de Saint-Laurent-des-Eaux, c'est dans le Loir-et-Cher, et là vous l'expliquez très bien dans votre livre, on est passé par 2 fois, en 1969 et en 1980, tout près d'un incident dramatique. Il y a eu 2 accidents nucléaires graves, puisqu'il y a eu relâchement du plutonium dans l'environnement et dans la Loire, notamment massivement à partir de 1980 avec le 2e accident, et ça pendant des années ça a été caché, parce qu'il ne fallait surtout pas dire aux populations ce qui se passait, quels étaient les véritables risques de cette industrie pour pouvoir la faire accepter. Alors souvent les centrales nucléaires, elles sont tout près de l'eau, parce qu'il faut de l'eau pour refroidir le réacteur. Évidemment. C'est normal, et ça peut aussi provoquer des inondations quand il y a trop d'eau. Et par exemple, vous dites qu'il y a eu, quand il y a eu la terrible tempête de 99 en France, la centrale du Blayais, en Gironde, on est passé aussi tout près de la catastrophe. Oui, la centrale du Blayais a été inondée, ses moyens de secours étaient inondés, et on est passé très proche de l'emballement du cœur d'un des 4 réacteurs du Blayais. Et c'est un ingénieur qui a sauvé la situation. Mais ce qui est hallucinant, c'est que ni EDF ni les autorités publiques n'ont tiré les conséquences de cet accident. Parce que quand on voit aujourd'hui les moyens de secours ultimes mis en place en France, c'est parce qu'il y a eu Fukushima. Mais jusqu'à Fukushima, on ne considérait pas en France que le risque d'inondation pouvait entraîner un accident nucléaire, malgré l'alerte qu'il y avait eu au Blayais. Donc vous dites qu'en France, on n'a pas tenu compte des leçons de Tchernobyl, de Fukushima. Alors Fukushima commence à tirer les leçons parce qu'effectivement l'ASN a imposé, le gendarme du nucléaire en France a imposé des mesures, c'est ce qu'on appelle les secours ultimes, donc des moyens qui permettent d'assurer, quelles que soient les circonstances, l'alimentation en eau et en électricité des réacteurs nucléaires. Mais c'est vrai qu'il a fallu attendre Fukushima pour se rendre compte en France que l'industrie nucléaire était une industrie dangereuse et qu'il fallait prendre des mesures de sûreté autrement plus sérieuses que celles qui étaient mises en œuvre. Si on connaissait en France un hiver particulièrement rigoureux, encore plus rigoureux que cette année-ci, on pourrait y avoir une surchauffe des centrales et donc, comment dirais-je, mettre les centrales en danger? Alors, non, une fois, un scénario que vous... Oui, alors moi, c'est un peu différent le scénario, c'est-à-dire que on est dans une période où on est après les 40 ans ou sur les 40 ans, et puis effectivement il y a une cuve qui lâche parce qu'il y a une pièce essentielle du circuit d'eau primaire qui lâche parce que c'est une pièce irrégulière. Donc il faut savoir que la France, dans ses centrales nucléaires, utilise des pièces qui ne sont pas régulières, qui ne sont pas conformes, depuis la construction du parc, en toute connaissance de cause. On publie d'ailleurs un document qui prouve ces dires. Et effectivement... Mais c'est inquiétant, parce que est-ce que toutes les centrales françaises, il y a beaucoup de centrales françaises qui approchent ou qui dépassent les 40 ans, est-ce qu'elles sont potentiellement dangereuses, comme vous l'écrivez dans le livre? Aujourd'hui, la plupart des centrales, plutôt la plupart des réacteurs, deviennent dangereux parce qu'on rentre, encore une fois, dans une zone inconnue après 40 ans. Alors, on a un peu de marge de manœuvre parce que le taux d'utilisation des centrales a été un peu moins important que ce qui était prévu au démarrage. Donc, on a 2, 3, 4 années de rab avant d'atteindre les limites. Et elles vont le prolonger 10 ans. Oui, et même EDF souhaiterait de 20. Et d'après mes dernières informations, ils travaillent sur une hypothèse, sur un scénario pour les prolonger jusqu'à 80 ans.
Ce qui serait, d'après vous, absolument... Ah bah, c'est aller droit à l'accident. Enfin, déjà, on y va, mais là, c'est accéléré. Oui. Pourquoi la France est tellement en retard? On a un petit peu la réponse, d'ailleurs, mais notamment par rapport à l'Allemagne dans le développement des énergies renouvelables et des énergies alternatives. C'est lié au poids du nucléaire et au fait que la France est un État nucléaire. Et en dehors du nucléaire, on le voit bien encore aujourd'hui dans le discours du complexe nucléaire, point de salut. On considère que si on abandonne le nucléaire, on va revenir enfin, s'éclairer à la bougie, se chauffer au feu de bois et des choses comme ça. Donc, mais c'est ça qui est profondément ancré dans la tête des dirigeants du nucléaire aujourd'hui encore. Donc, c'est pour ça que rien n'a été fait sérieusement pour développer les énergies renouvelables. Un des arguments des pro-nucléaires en France, c'est de dire que le prix de l'électricité est relativement plus faible en France que dans les pays étrangers, notamment l'Allemagne. Ça conduit tout droit EDF à la faillite parce qu'en fait, on ne paye pas le prix de l'électricité nucléaire à son vrai coût. Donc il faudrait payer l'électricité plus chère en France? Oui. Il faudrait la payer, en gros, il faudrait que le tarif d'électricité qui rémunère EDF augmente de 20 à 25%, mais brutalement là tout de suite, pour que EDF commence à faire des bénéfices qui lui permettent de se désendetter et peut-être un jour de reconstruire un appareil de production. Et il faudrait peut-être aussi lutter contre ce qu'on appelle les habitations françaises, passoires énergétiques. Tout à fait. Ça, c'est si on veut sortir du nucléaire, ou en tout cas réduire la part du nucléaire, c'est une priorité absolue, c'est réduire la consommation d'électricité, notamment celle des ménages qui se chauffent à l'électricité. C'est 40% près de 40% des logements en France. C'est une aberration économique. Et donc, il faut faire un grand plan de rénovation des immeubles. Et en plus, ça bénéficiera aux autres aussi qui ne se chauffent pas à l'électricité, mais qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Il y a quelque chose qui est comme un fil rouge dans votre livre, c'est ce que vous appelez la culture du mensonge en France. Il y a une culture du mensonge concernant le nucléaire pour protéger des intérêts industriels et financiers. Depuis 40 ou 50 ans, s'est développée une culture du mensonge, de la dissimulation. On l'a vu avec Tchernobyl, donc on l'a vu avec ces 2 accidents graves à Saint-Laurent-des-Eaux, on l'a vu avec Tchernobyl, on l'a vu au Blayais où EDF, pendant des semaines et des semaines, si ce n'est des années, a essayé de cacher la réalité de ce qui s'était véritablement passé au Blayais. On le voit en permanence dans le discours. Par exemple, aujourd'hui, à Flamanville, on a découvert de nouveaux défauts dans la fabrication du nouveau réacteur EPR. Et ce sont des défauts qui sont apparemment connus depuis 2015, mais l'ASN, l'autorité, n'a été prévenue qu'en 2017. Donc on voit bien que quand il y a un problème, la première réaction du complexe nucléaire, c'est de le cacher. Ensuite, c'est de minorer sa gravité avant qu'on arrive enfin à savoir une partie de la vérité, sachant qu'on ne connaît jamais toute la vérité avec l'industrie nucléaire. Merci Thierry Gadot. En tout cas, un livre passionnant, très documenté, avec un tour de France aussi à la fin. C'est très bien fait, de toutes les centrales nucléaires, région par région, les plus anciennes. Et donc, un livre que vous signez avec Hugues Demeud, donc aux éditions Flammarion, dans la collection Enquête. Merci beaucoup d'être venu en parler dans le 64 minutes.